Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'adoption par les sénateurs du projet de loi olympique Paris 2024. Un texte qui retranscrit les engagements de la ville de Paris à l'égard du CIO. Le CIO qui fournit à la ville de Paris un peu plus du tiers du budget. Il s'agit de 1,4 milliard d'euros. Alors, lors de l'examen du projet de loi hier, les sénateurs ont modifié le texte tout d'abord en apportant une meilleure protection de la marque olympique. C'était là l'une des préconisations du rapporteur UC, Claude Kern. Notez également que les sénateurs ont simplifié le processus pour adapter le métro aux handicapés, qu'il s'agisse de Paris ou de Marseille, qui va accueillir un certain nombre d'épreuves. D'ailleurs, la rapporteure LR, Muriel Jourda, a souligné qu'aujourd'hui, seulement 3% du métro parisien est accessible aux handicapés. Ces débats ont également été l'occasion de s'inquiéter des retards pris par le Grand Paris Express. Ce projet hors norme de super métro en rocade qui doit entourer Paris, qui doit permettre de désengorger le trafic en Île-de-France et qui dessert un certain nombre de sites olympiques. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. À l'article 6, je suis saisi de l'amendement numéro 38 qui est présenté par M. Théophile. Oui, tel qu'il a été rédigé, l'alinéa 1 de l'article 6 prévoit que la liste des projets, plans et programmes qui sont nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et qui peuvent potentiellement bénéficier des dispositions du présent article doit être fixée par arrêté ministériel. Ce dispositif n'est pas satisfaisant car en 1, elle devra être actualisée à intervalles réguliers et en 2, elle présente un risque de contentieux non négligeable qui est de nature à retarder la mise en application du dispositif institué par l'article 6. Cet amendement propose donc de supprimer cette liste dans le but d'introduire un peu plus de souplesse. Merci. L'avis de la commission, madame la rapporteure. Le projet de loi qui avait été transmis au Sénat utilisait des termes différents pour définir le périmètre des dispositifs du projet de loi et la commission des lois s'est attachée à harmoniser les termes utilisés pour sécuriser en réalité les aménageurs et pour réduire les risques de contentieux. Alors ça s'est traduit de deux manières. Premièrement, par une harmonisation je dirais dans le temps où les termes préparation, organisation, déroulement des Jeux olympiques et paralympiques ont systématiquement été repris pour exposer quels étaient les projets visés, et puis aussi par le renvoi à un arrêté ministériel, celui-là même qui est contesté dans l'amendement, pour lister les projets, les plans ou les programmes qui devaient faire l'objet de ces procédures dérogatoires. C'était une partie de l'article qui visait notamment à régler une difficulté, en réalité, s'agissant de la zone d'aménagement concerté qui doit accueillir un des équipements qui est l'Arena 2. Un article cet article 8 qui sera prochainement, si vous en êtes d'accord, modifié par l'amendement 54 qui va être présenté tout à l'heure. Dans ces conditions, je suis favorable à l'amendement de compromis qui vient d'être présenté et qui supprime le renvoi à l'arrêté ministériel. Il me semble que la rédaction des articles 6 et 8 est suffisamment claire désormais pour se passer de ce renvoi. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le ministre, pardon. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs, pour exactement les mêmes raisons qui viennent d'être évoquées, j'émets un avis également favorable à cet amendement. Eh bien, deux avis favorables. Je vais mettre aux voix l'amendement. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement numéro 9, Monsieur Laurent. Oui, si nous comprenons parfaitement le besoin de rapidité dans l'élaboration de l'exécution des différentes infrastructures, nous estimons maladroit de substituer aux procédures actuelles de consultation du public des consultations par voie électronique, parce que c'est à cela en fait que revient la simplification qui est proposée. Et donc nous proposons la modification qui est contenue dans cet amendement en ce sens. Merci. L'avis de la commission, madame la rapporteure. La substitution de la consultation par voie électronique, la participation du public par voie électronique à la procédure de droit commun a tout de même l'avantage de permettre de faire gagner plusieurs mois par rapport à cette première procédure. Elle ne manque pas de garantie. Il y a d'ailleurs un garant qui est désigné et la commission des lois a de surcroît ajouté aux garanties qui étaient déjà
dans le texte, de sorte que je suis défavorable à cet amendement qui est présenté par notre collègue M. Pierre Laurent. Je serai également défavorable, Monsieur le Sénateur, à cet amendement. L'objectif de cet article 6 est d'accélérer tout en maintenant un maximum de droits. Ces droits sont maintenus parce qu'effectivement, il y aura, au-delà des mesures classiques de consultation par voie électronique, la nomination d'un certain nombre de garants par notamment la Commission nationale du débat public. Donc, je remettrai un avis défavorable à votre amendement. Monsieur Laurent, l'amendement est retiré. Nous examinons le 34 rectifié bis. Madame Jouve, vous avez la parole. Monsieur le Président, nous entamons l'examen du titre 2 qui prévoit plusieurs dispositifs dérogatoires afin d'accélérer la réalisation d'équipements et d'infrastructures qui concourent à la préparation, l'organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques. L'article 6, cela a été dit, vise à substituer à la procédure normale de participation du public une procédure allégée, habituellement applicable aux plans et aux programmes pour lesquels une enquête publique n'est pas requise. L'article L. 123-19 du Code de l'environnement prévoit une consultation par voie électronique d'une durée minimale de 30 jours. Il précise que les observations et propositions du public déposées par voie électronique doivent parvenir à l'autorité administrative concernée. En temps normal, cette procédure allégée ne concerne pas les opérations de l'ampleur de celles qui entourent l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Le gouvernement a donc décidé d'ajouter l'alinéa 2 qui prévoit qu'une synthèse des observations et des propositions déposées par le public devra être faite et qu'elle sera confiée à un garant nommé par la Commission nationale du débat public. L'examen de l'amendement suivant, relatif à l'indemnisation des garants et la question corollaire de leur indépendance, justifie le présent amendement. Il vise à ce que ces garants soient désignés parmi les commissaires enquêteurs. Ayant habituellement la charge de conduire les enquêtes publiques de droit commun, ces commissaires enquêteurs disposent d'une bonne connaissance de la consultation du public et bénéficient de garanties d'indépendance. En outre, le recours à des commissaires enquêteurs permettrait de ne pas allonger la procédure prévue à l'article 6 et améliorerait sensiblement la qualité des synthèses des observations et propositions du public. Merci. Madame la rapporteure pour la commission. Oui, je suis opposée à cet amendement pour plusieurs raisons. D'abord, la désignation du garant permet d'assurer une certaine cohérence entre la phase amont de participation du public et la phase aval, puisque c'est un garant qui interviendra dans la phase amont. Ensuite, le garant est indépendant, il travaille sous l'égide d'une autorité indépendante qui est la Commission nationale du débat public, comme vous l'avez rappelé. Et de surcroît, cela brouillerait considérablement le rôle du commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur se prononce sur le fond du dossier. Tel ne sera pas l'objet du travail du garant, qui va recueillir les réponses du maître d'ouvrage suite à la participation du public, mais qui également va indiquer quelles sont les évolutions prévues par le maître d'ouvrage. Il n'a pas de position à prendre. Son rôle est donc très différent de celui du commissaire enquêteur. Je serai donc défavorable à cet amendement. Rappelons d'ailleurs que le gouvernement avait réfléchi à la solution et il avait été également écarté. Je crois qu'il faut expérimenter cette nouvelle procédure et ne pas l'écarter avant de l'avoir mise en œuvre. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, je serai également défavorable. Aujourd'hui, dans le droit commun, vous avez la possibilité de faire une enquête publique par voie dématérialisée ou la possibilité de faire l'enquête publique avec les commissaires enquêteurs. Il est vrai que dans le cas présent, pour assurer un maximum de droits, on fait une nouvelle disposition qui est l'expérimentation d'une consultation par voie électronique tout en nommant un garant. Mais pour que la clarté du dispositif soit totale, il est impératif que ce garant ne soit pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'être, mais ne soit pas forcément un commissaire enquêteur qui, lui, est nommé dans le cadre de l'autre procédure classique. Donc pour ces raisons, je serai également défavorable à cet amendement. Deux avis défavorables. Monsieur Bonnecarrère a souhaité la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais soutenir les avis qui viennent d'être présentés sous un angle différent. Ce qui vient de vous être indiqué, c'est les raisons pour lesquelles une procédure spécifique était mise à l'occasion de l'événement exceptionnel que seront les Jeux Olympiques. Je voudrais donner un élément supplémentaire au rejet de l'amendement présenté, qui est lié à une position plus globale de notre Assemblée. Nous avons en effet travaillé
dans le cadre d'une mission d'information qui était sur le thématique de la démocratie participative, qui était bien sûr comme de coutume dans notre Assemblée une mission d'information transpartie. Et une des propositions que le Sénat avait formulées dans ce rapport sur une démocratie dite coopérative portait justement sur le fait d'expérimenter les procédures avec garant. Alors, il n'y a pas de débat entre les garants et les commissaires enquêteurs, tout simplement parce que rien n'interdit à des gens dont l'activité traditionnelle est de commissaire enquêteur d'être désignés comme garants par la CNDP. Il n'y a pas de difficulté non plus sur la question d'indépendance qui est le propre des désignations qui est effectuée par la CNDP, qui elle-même est une AI. Pourquoi nous étions intéressés par l'approche du garant en cette matière? C'était d'une part parce que plus les choses sont faites en amont, plus on peut espérer qu'elles se passent bien. Deuxièmement, que le garant garantit le bon déroulement des consultations, mais il ne porte pas d'appréciation sur le fond, ce qui quelque part permet au maître d'ouvrage d'avoir plus de liberté. Et puis surtout, il y a un élément essentiel qui est ce que j'appellerais le continuum, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un garant en amont et qu'ensuite celui-ci puisse permettre de faire la synthèse, évite ces césures que nous connaissons entre l'amont et l'aval, où plusieurs mois, voire années après les procédures d'amont, on se repose la question de savoir quel est l'état du dossier. Donc sur le fond, au-delà de l'approche spécifiquement Jeux olympiques, il y a un vrai intérêt dans notre pays à tenter cette expérimentation à partir du garant et de l'élargissement de ce rôle, sans aucune contradiction avec la fonction traditionnelle des commissaires enquêteurs. Merci. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Je n'en vois pas. Donc je mets aux voix l'amendement 34 rectifié bis avec 2 avis défavorables, commission, gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il n'est pas adopté. Madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, il nous reste 18 amendements à examiner. Si vous en êtes tous d'accord, nous pourrions prolonger notre séance pour achever l'examen de ce texte, peut-être aux alentours de 20h30. Il en est ainsi décidé. Nous en venons maintenant à l'examen de l'amendement 53 rectifié. Monsieur Théophile. Oui, cet amendement a pour objet d'accroître les garanties d'indépendance et de transparence de la participation du public. Il projette d'éviter le lien de subordination du tiers garant lié à sa rémunération directe par le porteur d'un projet. Pour ce faire, cet amendement propose que la Commission nationale du débat public fixe et finance les indemnités des garants et que le maître d'ouvrage du projet ou le porteur du plan ou du programme en assure le coût en versant les sommes correspondantes à la Commission nationale. Merci. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Avis favorable. Favorable. Monsieur le ministre. Même avis. Favorable également. Des demandes d'explication de vote, je n'en vois pas. Qui vote pour cet amendement? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous en venons au 32 rectifié bis, Madame Jouve. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement concerne un des dossiers qui figure parmi les grands absents de ce texte, l'accessibilité des sites aux personnes à mobilité réduite. Si les infrastructures et les bâtiments qui seront construits à l'occasion des Jeux de 2024 répondront aux critères d'accessibilité universelle, il n'en va pas de même des infrastructures existantes, loin de là. Madame la rapporteure de la commission des lois a intégré en commission un amendement qui vise à faciliter les travaux de mise en accessibilité du réseau de transport en commun ferroviaire francilien en les soumettant à la procédure de consultation du public prévue à l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. Nous avons bien conscience qu'une telle modification ne suffira pas à elle seule à améliorer l'accessibilité du fait de contraintes techniques fortes et aussi d'un manque de financement. Elle pourra néanmoins débloquer et accélérer certaines opérations. Je regrette cependant qu'un tel assouplissement ne concerne que l'agglomération parisienne et omette l'autre ville olympique, Marseille. En tant que ville hôte des épreuves de voile et de certains matchs de football, Marseille s'enorgueillit d'accueillir les Jeux
et d'abriter, outre les lieux de compétition, un village olympique et une fan zone. Le présent amendement vise donc à étendre au réseau de transport en commun de l'agglomération d'Aix-Marseille-Provence la possibilité offerte au métro parisien et inscrite à l'alinéa 6. L'avis de la commission, Madame la rapporteure. Je remercie notre collègue Madame Mireille Jouve de réparer cet oubli. Avis favorable. Avis favorable. Le gouvernement, Monsieur le ministre. Je suis également favorable à cet amendement. Favorable également. 2 avis favorables. Pas de demande d'explication de vote. Je n'en vois pas. Je mets aux voix l'amendement 32 rectifié bis. Qui vote pour? Merci. Qui s'abstient? Qui vote contre? Il est adopté. Je vais pouvoir mettre aux voix l'article 6. Pas de demande d'explication de vote. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 7, l'amendement 31 rectifié. Madame Mello. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cet article prévoit, dans un souci de simplification des procédures, de dispenser de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme les constructions, installations et aménagements temporaires, dès lors qu'ils sont directement liés à la préparation, à l'organisation et au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Un décret en Conseil d'État définira la durée maximale de leur implantation, notamment par catégorie de construction, d'installation ou d'aménagement dans la limite de 18 mois. Cet amendement a notamment pour objet de fiabiliser le calendrier d'installation de la structure temporaire sur le Champ de Mars, destiné à accueillir d'une part les activités du Grand Palais pendant la réalisation des travaux d'aménagement qui y sont prévus pour l'accueil des épreuves olympiques et d'autre part certaines épreuves olympiques et paralympiques. À ce double titre, la structure est directement liée à la préparation et à l'organisation ainsi qu'au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Elle est ainsi au nombre des constructions devant bénéficier des dispositions du titre 2 du projet de loi. Le double usage de la structure rend le calendrier de son installation particulièrement tendu et sensible, du fait que tout retard peut avoir des répercussions sur les calendriers des travaux d'aménagement du Grand Palais. La dispense de permis pour construction temporaire est donc particulièrement utile. L'amendement permet de surmonter une difficulté liée à la rédaction de l'article 7 qui lie le bénéfice de la dispense de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme à une durée d'implantation conçue pour les installations utilisées pour les Jeux. Il le complète par un cas de dispense s'appuyant cette fois, comme le prévoit déjà l'article R 421-5 de ce Code, sur la notion de durée de chantier. Étant donné qu'il s'agit d'une mutualisation d'une structure temporaire, il serait important de pouvoir lui accorder une dérogation. Merci. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission, s'il vous plaît? Voilà un sujet à la fois important et délicat. La durée de dispense qui nous serait demandée pour le Grand Palais provisoire, durée de dispense de permis de construire, serait portée à, d'une part, la durée du chantier de rénovation du Grand Palais, à laquelle il faudrait ajouter les 18 mois, qui est la nouvelle durée prévue par notre texte pour l'organisation des Jeux. De sorte que le Grand Palais provisoire pourrait être installé, donc sans autorisation particulière, permis de construire, pendant plus de 3 ans et demi sur le Champ de Mars, pour une superficie d'environ 10 000 mètres carrés. Superficie qui pourrait être augmentée lors des grands événements. Alors, bon. On voit bien quel est l'avantage, effectivement, de cet amendement qui dispense le maître d'ouvrage d'un permis de construire, ce qui représente évidemment un gain de temps substantiel, même s'il reste d'autres autorisations à obtenir sur lesquelles des recours seraient possibles, l'étude d'impact environnemental et l'autorisation d'occupation du domaine public. On comprend bien aussi qu'il s'agit d'un enjeu stratégique sur le plan culturel, puisque la Biennale de Paris et la FIAC devraient sans doute s'y installer. Il y a aussi des inconvénients, qui est que véritablement cet amendement est très dérogatoire au droit commun. Je rappelle que sans autorisation, la durée d'installation est de 3 mois ou de 1 an, et là nous dépassons les 3 ans et demi. Et je rappelle aussi qu'il s'agit d'un site extrêmement sensible, un site à forte valeur patrimoniale. En réalité, ce type d'ouvrage est réalisé à partir d'un permis de construire précaire qui existe donc. C'est donc l'avis du gouvernement que je demande sur ce sujet sensible.
Eh bien, nous allons l'entendre, si Monsieur le ministre veut bien nous le donner. Effectivement, Madame la rapporteure, c'est un sujet qui n'est pas aisé, mais le gouvernement émet un avis favorable à cet amendement pour trois principales raisons. La première raison, c'est que le Grand Palais va accueillir un certain nombre de manifestations sportives, notamment le taekwondo, mais d'autres, et que le Grand Palais ne sera disponible que si les rénovations nécessaires auront lieu, et ces rénovations nécessaires ne pourront avoir lieu que si un site temporaire peut être mis en place. Le deuxième élément, la deuxième raison, et vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice, c'est qu'il est vrai que le Code de l'urbanisme qui stipule et introduit la possibilité d'avoir de telles dérogations, le R421-5, stipule aussi que ces dérogations peuvent être mises en place dès lors que des sites temporaires liés à l'aménagement du site principal seraient nécessaires. Donc à ce titre, on peut considérer qu'on reste dans l'esprit du Code de l'urbanisme et de l'article R421-5 que vous évoquez. Enfin, la troisième raison, et Madame la rapporteure l'a évoqué, c'est vrai que la dérogation est importante. En même temps, d'autres autorisations sont maintenues, notamment les autorisations au titre de l'environnement. Donc pour ces trois principales raisons, à la fois de fond et également de nécessité d'avoir le Grand Palais disponible, le gouvernement émet un avis favorable à votre amendement. Alors, un avis favorable du gouvernement. La commission s'en a été remis à l'avis du gouvernement. Monsieur Capo-Canellas souhaite s'exprimer avant le vote. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai quand même une interrogation. On comprend tous qu'il faut favoriser le bon déroulement des Jeux, que la question du Grand Palais est une question centrale. Pour autant, viser spécifiquement un équipement, un lieu, pour y appliquer une procédure dérogatoire, ça interpelle quand même. Parce que pour le reste, alors... Ouais, non, mais dans ce cas-là, il y a quand même on fait un texte spécifique pour un emplacement des Jeux Olympiques. Puis alors les autres emplacements, eux, ils vont respecter les procédures. Bon, voilà, c'est tout de même quelque chose qui interpelle. C'est vraiment du cousu humain. Et puis... on va expliquer aux autres collectivités et aux autres sites que pour eux, c'est différent. C'est tout de même curieux. Monsieur Marc. Je crois qu'en l'occurrence, ici, cet amendement fait preuve d'un pragmatisme et d'un bon sens qui me semble de bonne loi, en l'occurrence. Parce qu'il faut toujours introduire un petit peu de souplesse dans un cas qui est particulier, sur un site qui est emblématique. Et pour le coup, je crois qu'il est fort utile de le voter. Mme Mello avait levé la main. Je voulais soulever le fait qu'il n'y ait pas d'autres demandes similaires. C'est vraiment spécifique au Grand Palais. Le Grand Palais va être utilisé pour les Jeux Olympiques et dans ce cadre-là, il faut faire un certain nombre de mises aux normes, d'accessibilité et autres pour pouvoir accueillir les Jeux Olympiques. Donc c'est bien la raison pour laquelle le besoin se fait sentir d'un équipement temporaire susceptible d'accueillir les événements qui doivent avoir lieu pendant le temps du chantier au Grand Palais. Et donc, cette structure temporaire sera mutualisée à la fois par le Grand Palais, pour les événements culturels, et par les Jeux Olympiques, puisqu'elle sera aussi utilisée ensuite pour les Jeux. Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste revenir sur l'interrogation justifiée du sénateur Capo-Canellas. Sous le contrôle de Madame la sénatrice, l'amendement que vous proposez ne vise pas strictement le Grand Palais. L'amendement que vous proposez mentionne notamment le Grand Palais dans l'exposé des motifs, mais concerne toutes les installations temporaires nécessaires pour la mise à disposition du bâtiment principal. Donc je crois à ce titre que cela lève l'une des interrogations justifiées du sénateur. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Donc sur le 31 rectifié, un avis favorable du gouvernement. La commission s'en a été remis à l'avis du gouvernement. Je mets aux voix. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vais pouvoir mettre aux voix l'article 7. Qui vote pour?
Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article additionnel. Après l'article 7, l'amendement numéro 35, Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Comme vous le savez, un certain nombre d'épreuves des Jeux olympiques paralympiques vont avoir lieu dans la Seine. Et donc, un plan baignade a été mis au point pour rendre la Seine baignable à l'horizon 2024. Nous connaissons tous la complexité de cet objectif qui est poursuivi depuis l'antépénultième maire de Paris, si ma mémoire est bonne. Et donc, complexité qui est due à la multiplication des acteurs concernés. Le plan qui a été établi nécessite un strict respect des délais et du plan d'action de chacun de ces acteurs. Les dispositions actuelles en vigueur du CGCT, en cas de défaillance d'un acteur, ont montré une difficulté justement à constater cette défaillance. Et donc, cet amendement vise simplement à confier au préfet d'Île-de-France la capacité de constater rapidement la défaillance pour pouvoir y porter remède et ne pas prendre de retard dans l'application de ce plan qui, encore une fois, ne pourrait pas souffrir, évidemment, de dépasser les délais qui sont impartis. Je vous remercie. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. J'ai cru comprendre au cours de mes auditions qu'il y avait 2 communes qui posaient difficulté dans le SIAP, s'agissant des défaillances qui auraient été constatées à leur rencontre. Je comprends bien le problème, mais je ne pense pas que sa résolution passe par le fait de légiférer en la matière. Le SIAP résoudra ces problèmes de façon interne. Et de manière plus générale, je crois que dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques, il n'y a qu'une collaboration entre les différents acteurs, y compris les collectivités territoriales, qui peut permettre de le mettre en œuvre d'une façon assez saine. Je ne crois pas aux amendements sanctions. C'est donc une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable. Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, le gouvernement émettra un avis défavorable pour 2 raisons. Une première qui est, tel que l'article est rédigé, vous mentionnez uniquement la possibilité d'avoir une défaillance. Or, il s'avère que l'article renvoie au L3451-1 qui ne parle pas de défaillance à proprement parler, qui peut également conduire les fameuses EPT qui aujourd'hui exercent cette prérogative à ne pas vouloir le faire et à le transférer aux communes ou au SIAP en l'occurrence. Et le deuxième élément, je pense qu'en fait l'article est satisfait en ce sens où le Code de l'environnement et notamment le L171-6 permettent déjà aux autorités administratives d'aller constater un manquement de l'autorité qui compétente. Donc l'autorité administrative a déjà la capacité d'aller constater le manquement de l'autorité compétente. Donc pour ces 2 raisons, Monsieur le Sénateur, j'émettrai un avis défavorable sur la question. Alors, 2 avis défavorables. Monsieur Jomier, que faites-vous? J'entends les arguments de Monsieur de Normandie et donc je vais retirer l'amendement. L'amendement est retiré. Je vais mettre aux voix l'article 7 bis. Les demandes d'explication de vote. Non, je n'en vois pas, donc. Qui vote? Monsieur Capot-Cadenas? Oui, pardon, Monsieur le Président. Juste, je tords un peu le règlement, mais au titre du 7 bis, je voulais juste revenir sur la réponse de Monsieur le Ministre tout à l'heure sur le 7 pour dire que c'est pire. C'est pire parce que, en fait, la réponse que vous avez donnée en nous disant que ça ne concernera pas que le Grand Palais, effectivement, quand je relis, c'est bien le cas. Mais du coup, sur tous les sites, nous allons utiliser ces dispositions. Voilà, je veux juste qu'on s'interroge au cours de la navette, ou en tout cas en CMP, en disant que cette disposition-là que nous venons d'adopter dans l'idée de résoudre un problème ponctuel, ça a été dit par le rapporteur, par vous et par l'auteur de l'amendement, va s'appliquer à tous les sites parce que c'est une disposition générale. Donc on va tous s'affranchir du permis de construire classique. Voilà, il faut l'avoir à l'esprit. Bon, j'en reviens à l'article 7 bis que j'ai mis aux voix maintenant. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 8, l'amendement numéro 54, Monsieur Bargeton le présente. Merci Monsieur le Président. 3 objectifs président à cet amendement. D'abord, il vise à supprimer la liste des projets fixés par arrêté ministériel sur la base des mêmes arguments que nous avons entendus dans cette discussion au moment de l'article 6. Deuxièmement, une précision juridique est apportée afin de couvrir au moins 2 opérations d'aménagement déjà identifiées, la ZAC de la gare des Mines à Paris dans laquelle s'inscrit le projet d'Arena 2 et celle de la Plaine Saulnier à Saint-Denis qui doit accueillir la piscine olympique. Enfin, les dispositions relatives à la participation du public ont fait l'objet d'une clarification rédactionnelle. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame le rapporteur, pour la Commission.
Cela renvoie à la discussion que nous avons eue sur l'article 6. La commission des lois, je le rappelle, avait cherché à préciser, dans un souci de sécurité juridique, le périmètre des dispositions dérogatoires du projet de loi. Nous devions également nous assurer qu'effectivement que l'article 8 s'appliquait bien, notamment à la ZAC accueillant l'Arena 2. Cet amendement constitue un bon compromis, je l'ai indiqué tout à l'heure. Il conserve les efforts d'harmonisation de la Commission et englobe la ZAC précitée. Je suis donc favorable sur cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Même avis. Même avis. Donc, 2 avis favorables. Je mets aux voix l'amendement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Alors, l'amendement numéro 10, Monsieur Laurent. Non, mais c'est le même amendement que celui que nous avons défendu à l'article 6, donc il est défendu et en même temps je le retire parce que de toute façon on va avoir le même débat et le même vote. Merci. Donc il est retiré. Donc je mets aux voix l'article 8. Pas d'explication de vote. Qui est pour l'article 8? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 9. Même vote. L'article 10, même vote. L'article 10 bis, même vote. À l'article 10 ter, l'amendement 33 bis, rectifié bis, Madame Jouve. Merci, Monsieur le Président. Cet article 10 ter, ajouté à l'initiative de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, vise à ce que la Solideo se dote d'une charte d'insertion qui promeut notamment le recrutement de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'accès des PME et des TPE à la commande publique. Cette charte, qui n'a pas de valeur contraignante, conformément à la réglementation européenne, doit pourtant favoriser l'activité économique de ce territoire et faire profiter ses habitants des retombées en termes d'emploi. À ce titre, et plus globalement, les Jeux de 2024 doivent avoir un effet de levier puissant pour le développement de cette partie de la Seine-Saint-Denis. En effet, les estimations prévoient que les JO pourraient générer entre 120 000 et 250 000 emplois pérennes. Notre amendement ne revient pas sur l'objectif de favoriser une démarche de responsabilité sociale de la Solideo et, à travers elle, de tous les maîtres d'ouvrage. Il vise à associer à son élaboration les collectivités locales et, plus largement, les acteurs de l'insertion. Je pense, par exemple, aux maisons de l'emploi, chères à notre collègue Nathalie Delattre, qui disposent d'une connaissance aiguë des besoins et des ressources au plus près des territoires. Merci, Madame le rapporteur. Ce que dit notre collègue m'apparaît tellement de bon sens que je me demande jusqu'à quel point il est nécessaire de l'inscrire dans la loi. Ce sera donc un avis de sagesse. Monsieur le ministre. J'aurai également un avis de sagesse. Alors, 2 avis de sagesse, commission et gouvernement. Qui est pour? Tout le monde est pour la sagesse. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il est adopté. Donc, je vais mettre aux voix l'article 10 ter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 10 ter, l'amendement 24 rectifié ter, Madame Mello. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, chers collègues, cet amendement vise à créer un régime de recours unique pour l'ensemble des constructions et aménagements pérennes réalisés en vue de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. La durée moyenne d'un recours administratif est de 2 ans, sans compter les éventuels appels et pouvoirs en cassation. Afin d'éviter que les projets de construction en vue ne se heurtent à l'inertie naturelle du temps judiciaire, la création d'un régime de recours unique semble opportune. En conséquence, la Cour administrative d'appel de Paris aura compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges portant sur l'ensemble des constructions, des aménagements directement liés aux Jeux. Chers collègues, Madame le rapporteur. Oui, c'est une solution intéressante, mais il s'avère qu'aucune des personnes entendues au cours des près de 90 auditions que nous avons menées n'a déclaré avoir besoin de cette disposition pour tenir les délais de construction. En outre, il n'y a pas d'évaluation de l'impact sur la Cour administrative d'appel de Paris
Et finalement, je rajouterai que l'article L211-2 du Code de la justice administrative permet déjà de confier directement par décret en Conseil d'État des affaires aux cours administratives d'appel à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration. En d'autres termes, si le gouvernement s'aperçoit d'ici 2024 d'avoir besoin de cette disposition, il y aura recours, de sorte que c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Monsieur le ministre. Ce sera également une demande de retrait ou un avis défavorable. Et je rajouterai un dernier point à ce que Madame la rapporteure vient d'indiquer, c'est qu'au final, le sens de ce titre 2 a été de simplifier les procédures. Mais une fois qu'on dit qu'on a simplifié les procédures, se posait la question de savoir est-ce qu'on simplifiait aussi en plus les recours. La décision que nous avons prise était de simplifier les procédures, mais pas forcément les recours aujourd'hui possibles et existants. Donc tous les droits au recours sont les mêmes, sont maintenus. Ce sont les procédures initiales que nous simplifions par ce titre 2. Madame Mello, il y a 2 demandes de retrait. Je vais le retirer. Merci pour ces précisions. D'accord, donc il est retiré. Nous passons au vote de l'article 11. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour l'article 12. À l'article 13, j'ai une demande de parole de Monsieur Savin. Merci, Monsieur le Président. Ça va être rapide. Cet article prévoit que des logements destinés à des étudiants pourront être loués du 1er juillet au 1er octobre 2024 au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour accueillir les personnes accréditées. Cependant, nous devons porter une attention particulière au fait que ces logements doivent aussi pouvoir accueillir les étudiants dès la rentrée universitaire qui se fera très certainement avant le 1er octobre 2024. Il est important de ne pas impacter négativement le quotidien des étudiants alors que nombre d'entre eux n'auront pas les moyens de se loger dans le parc privé dans l'attente de la fin de l'occupation de leur logement par les officiels des Jeux. Alors je sais qu'une discussion a lieu en ce moment entre le COJO, le comité d'organisation et le CIO pour essayer de décaler les dates de fin de Jeux olympiques. Il faut peut-être aussi travailler et que le gouvernement puisse appuyer cette demande pour permettre et d'éviter ces contretemps pour certains étudiants. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'article 13. Même vote que pour le 11 et le 12. Favorable. Il est adopté. À l'article 13 bis A, j'ai une demande de parole de Monsieur Jacquin. Merci, Monsieur le Président. Je prendrai la parole sur les articles 13 bis A et 13 bis B en une fois. Les articles 13 bis C et 13 bis D n'appelant pas de commentaires particuliers. Ces 2 articles visent à sécuriser le déploiement de la ligne ferroviaire entre le centre de Paris et l'aéroport Charles de Gaulle et à clarifier le cadre juridique applicable à cette liaison Charles de Gaulle Express. Ils instaurent un régime dérogatoire à la concession de travaux publics qui sera mis en place pour cette nouvelle infrastructure ferroviaire, laquelle sera conjointement exploitée par Aéroports de Paris, SNCF, Réseau et Caisse des dépôts. Ce régime dérogatoire concerne sa conception, son financement, sa réalisation et son exploitation. Ils permettront également de déterminer les modalités d'indemnisation en cas de modification ou d'annulation du contrat de concession et de minimiser le risque de contentieux. La création de cette ligne était un engagement pris par le comité de candidature de Paris 2024 auprès du comité international olympique lors du dépôt du dossier de candidature de Paris et qui a été matérialisé par écrit en septembre dernier lors de l'attribution des Jeux olympiques et paralympiques à notre capitale. Il ne s'agit pas ici de marchander la création de cette nouvelle ligne contre la rénovation de lignes existantes ou d'opposer l'accessibilité de nos aéroports à l'amélioration des mobilités du quotidien, mais d'avoir une vision ambitieuse pour le développement des transports en commun en Île-de-France et surtout de respecter la parole donnée lors du dépôt de la candidature de Paris. Ayant dit cela et à cet endroit, il sera intéressant que nous soyons éclairés sur les intentions réelles du gouvernement en ce qui concerne la réalisation des lignes de métro 15 à 18 du réseau francilien. Peut-être, Monsieur le secrétaire d'État, pourra-t-il nous apporter des informations. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, à l'article 13 bis A, je suis saisi d'un amendement 11. Monsieur Laurent. Oui, je vais moi aussi à la fois intervenir en fait une seule fois sur l'amendement 11 et l'amendement 12. Mais il s'agit de la même question, de la réalisation de cette ligne. Et nous n'avons en l'occurrence pas le même avis que l'orateur qui vient de s'exprimer sur ce dossier. Parce que contrairement à ce qu'on nous dit, il y a un problème de priorité.
alors que nous ne sommes pas certains, alors qu'il est, que la réalisation du Grand Paris Express soit totalement sécurisée dans son calendrier et dans ses financements, on persiste à sécuriser à marche forcée cette ligne. Les financements ont été dégagés très rapidement, alors que je rappelle que cette ligne sera coûteuse, elle est contestée, elle ne desservira pas le territoire de la Seine-Saint-Denis, puisqu'elle le traverse sans s'arrêter. Elle sera payante, elle ne fera donc pas partie d'un héritage dont pourront bénéficier les transports du quotidien. Et toutes les études, je sais qu'on les conteste, mais de nombreuses études montrent que cette ligne, de surcroît, sera déficitaire dans son exploitation. Elle posera donc un énorme problème de financement à terme. Donc nous considérons que la réalisation à marche forcée de cette ligne pose un problème. Et contrairement à ce que nous dit, elle entre effectivement en contradiction pour des raisons financières, parce qu'il faudra sécuriser les investissements du Grand Paris Express, et pour aussi des raisons d'utilisation des sillons. Elle posera des problèmes sur l'exploitation actuelle des transports du quotidien. Je remarque sur ce point, et c'est mon dernier argument, que le gouvernement n'arrête pas de nous dire en matière d'infrastructure des transports qu'il faut choisir et qu'il faut privilégier les transports du quotidien contre ce que le gouvernement appelle les grandes infrastructures. Là, l'argument semble réversible, puisqu'on nous dit que la priorité absolue doit être la réalisation de cette ligne. Donc il y a quand même une argumentation à géométrie variable. Donc nous continuons de penser que la priorité, y compris du dossier de candidature, reste la réalisation du Grand Paris Express. Et d'ailleurs, quand nous avons auditionné Tony Estanguet, interrogé sur cette question des transports, il ne s'est exprimé que sur les lignes du Grand Paris Express. Merci, chers collègues. Donc, c'est une présentation du 11 et du 12. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission développement durable. Mes chers collègues, je crois que l'heure n'est plus à s'interroger sur l'opportunité de ce dossier, mais maintenant de le sécuriser, de faire en sorte que très vite il puisse se réaliser et qu'il soit livré en 2023. Puisque ce mode de transport est inscrit dans notre dossier de candidature. Donc je crois qu'il ne faut plus tarder, il faut maintenant passer à l'action. Je crois que l'intérêt public de cette ligne est maintenant clairement établi. Nous sommes quand même le seul pays d'Europe et du monde à ne pas avoir de desserte dédiée entre l'aéroport principal et la capitale. Et puis je ne vous parle même pas de l'état de nos autoroutes A1 et A3 qui sont en surcharge permanente, et le RER B qui lui-même n'est pas, à proprement parler, ne peut pas être dédié au transport des supporters, des touristes et de tous ces gens qui viendront, les organisateurs, assister à ces Jeux Olympiques. Et je crois enfin que cette ligne va permettre de compléter le maillage que nous attendons tous, nous, régions de cette région métropole parisienne, et qu'il va venir très utilement compléter le Grand Paris Express, bien sûr, que nous attendons tous, évidemment, également. Merci. Donc c'est un avis défavorable. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je partage les propos tenus un instant par Monsieur le rapporteur. Je pense qu'au final, il ne faut pas opposer les deux projets, les deux types de projets que sont d'un côté le Charles de Gaulle Express et de l'autre côté les métros du Grand Paris Express. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les utilisations ne sont pas les mêmes et on sait bien quels sont les utilisateurs finaux de ces deux types de transport. Le deuxième élément, c'est que les financements ne sont pas les mêmes. Dans le cas notamment du Charles de Gaulle Express, comme vous le savez, à partir, si ma mémoire est bonne, de 2024, ce seront également les voyageurs aériens qui financeront l'installation, donc les financements ne sont pas les mêmes. Et troisième élément, vous avez évoqué, Monsieur le Sénateur, le fait que nous sécurisions par ces trois premiers articles, 13 bis A et 13 bis B et 13 bis C, le Charles de Gaulle Express, mais le dernier article sécurise en fait
les projets de métro du Grand Paris Express. C'est-à-dire qu'au final, par notamment les sujets de longueur de train, longueur de gare. Donc au final, par ce texte, vous sécurisez juridiquement à la fois le Charles de Gaulle Express, mais aussi les métros du Grand Paris Express. Donc vraiment, je suis défavorable à l'amendement et je pense qu'il ne faut pas opposer les deux projets. Pour répondre également aux propos de monsieur le sénateur Olivier Jacquin, comme je l'indiquais en commentaire de la discussion générale, effectivement, l'ensemble des données, l'ensemble des nécessités relatives aux différentes lignes de métro du Grand Paris Express sont actuellement prises en compte. Le gouvernement a décidé d'agir avec méthode, avec énormément de concertation, des élus locaux en premier lieu, des utilisateurs également. Et comme vous le savez, la ministre des Transports est en phase finale avec le Premier ministre de consultation pour pouvoir élaborer cette carte des projets de métro du Grand Paris Express très rapidement. Donc j'entends totalement votre point. Le gouvernement agit avec méthode sur ce sujet, mais tient évidemment bien en compte des points que vous avez soulevés, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Capo-Canella pour explication de vote. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, vous avez élargi la réponse très utilement à l'ensemble des questions de transport qui sont liées aux Jeux Olympiques, non seulement CDG Express, mais aussi les lignes qui sont proches. Sur CDG Express, je ne suis pas favorable aux amendements qui sont défendus là, parce que je pense effectivement, comme l'a très bien dit notre rapporteur, qu'il faut maintenant aller au bout de cette procédure. Il est normal que Paris ait une liaison directe avec l'aéroport majeur. C'est un sujet de compétitivité internationale et on mettrait en défaut la grande compagnie qui est Air France et le secteur aéroportuaire et le secteur aéronautique français si on n'allait pas au bout de cette opération. Je veux également dire que c'est une liaison directe. Et donc, il faut, à côté de la liaison directe de Paris à CDG, une liaison qui, elle, va s'arrêter dans les différentes gares et qui permettra aux territoires voisins de mieux se rendre à Charles de Gaulle. Ensuite, je ne partage pas le pessimisme de M. Laurent. On peut avoir des doutes sur le financement, mais il faut quand même éviter peut-être de dire que toutes les études évoquent un déficit d'exploitation. Je crois qu'il y a dates solides quand même qui sont à l'appui des décisions qui ont été prises par Aéroports de Paris et SNCF Réseau pour justifier leur engagement. Alors maintenant, Monsieur le ministre, sur les questions de gare, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Le Premier ministre nous a réunis pendant 3h30 dans un très bon climat de compréhension mutuelle il y a une dizaine de jours. Et j'ai eu l'occasion de l'interpeller et d'indiquer que, s'agissant des Jeux Olympiques, il fallait sécuriser maintenant très vite l'ensemble des gares qui étaient liées à ces Jeux Olympiques. Le Premier ministre a bien voulu me répondre que c'était une préoccupation qu'il partageait pour les gares. Voilà. Eh bien, nous avons reçu la semaine dernière une lettre de Madame la ministre des Transports qui nous a dit que la gare, le Bourget RER, était dans l'objectif du gouvernement. Il faut que rapidement le gouvernement dise que la deuxième gare qui est à côté, qui est la gare dite le Bourget Aéroport, qui doit permettre la desserte du centre de presse, doit faire l'objet de la même attention. Ne pas afficher une intention et ne pas afficher un objectif, c'est prendre un risque. Il est totalement incompréhensible que le gouvernement choisisse parmi les gares olympiques, dit celle-ci oui, celle-là je ne suis pas encore certain, donc j'affiche pas du tout d'objectif. C'est la meilleure façon de déstabiliser l'édifice et de faire que le processus technique qui est compliqué n'arrive pas à son terme. Enfin, j'en termine en disant que la décision date du 13 septembre et qu'il est grand temps que le gouvernement mette en œuvre maintenant tous les moyens. Au bout de 4 mois, il est temps de s'y mettre pour que cette échéance-là soit bien assurée. Merci. Merci, chers collègues. Madame de La Gontrie, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. On touche un point sensible et il ne faut pas qu'il y ait de malentendus ou de confusion dans les positions des uns et des autres. Pierre Laurent a raison de dire qu'il y a une grande inquiétude face à la possibilité de financement du réseau Grand Paris Express, inquiétude qui a été soulevée par le gouvernement lui-même lorsque a commencé à être exprimé le fait qu'il n'était pas possible de réaliser l'ensemble du réseau, dont j'indique qu'il a été lancé à l'époque de Nicolas Sarkozy. C'est dire qu'à la fois le temps a passé et qu'en même temps les volontés politiques diverses se sont exprimées sur ce point. Sur la question du Charles de Gaulle Express, nous avons toujours su, lorsque nous sommes en tout cas franciliens, qu'il y avait une concurrence possible entre le RER, qui avait grand besoin évidemment d'être rénové à cet endroit-là, et des lignes qui devaient être développées, et ce fameux Charles de Gaulle Express, qui coûtait extrêmement cher et qui d'ailleurs ne trouvait pas de financement. A été trouvée l'idée du financement privé ou du financement par la taxe sur les billets d'avion. Fort bien. Mais effectivement, cette inquiétude, elle est réelle. Donc,
Il faut effectivement que ce projet se réalise, tant mieux si les financements sont différents des financements publics, et donc nous sommes pour notre part défavorables à l'amendement de suppression. Mais il faut bien sûr que le gouvernement entende que ça ne peut pas être déshabiller Pierre pour habiller Paul, et en clair, faire financer par des fonds publics, ce n'est pas prévu aujourd'hui, le Charles de Gaulle Express au détriment du Grand Paris Express. Mais pour autant, reste toujours cette inquiétude première, qui est que l'on ne peut pas se contenter d'un développement du réseau Grand Paris Express à perspective des JO et uniquement à perspective des JO, et je ne parlerai pas des autres lignes qui ne sont, j'ai envie de dire malheureusement pour elles, pas concernées par les JO aujourd'hui. Et donc, d'accord sur le fond avec Pierre Laurent, mais pas sur l'opportunité de cet amendement, nous ne le voterons pas. Et encore une fois, le gouvernement, j'indique à Monsieur le ministre que la concertation avec les élus, il ne faut quand même pas se payer de mots. Je veux dire que convoquer les élus dans une réunion sympathique pendant 3 heures pour un Premier ministre qui nous dit que de toute façon il ne nous annoncera rien, c'est un peu le scénario Notre-Dame-des-Landes repetita. Enfin, ne prétendons pas que les élus ont été concertés. En revanche, la lettre de Madame Borne était plus intéressante, même si elle préfigure le fait que, sans doute, certains territoires d'Île-de-France vont devoir attendre plus longtemps que prévu l'arrivée du Grand Paris Express. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement... Pardon, Monsieur Laurent, pour explication de vote. Explication de vote, oui. Évidemment, nous allons maintenir ces amendements, enfin en tout cas le premier, puisque le deuxième, de toute façon, il y aura le même vote. Nous ne sommes pas convaincus et rassurés, parce qu'il y a dans cette affaire, qu'on le veuille ou non, un traitement à 2 vitesses. Parce que la ligne du Charles de Gaulle Express, elle a trouvé son financement très rapidement. Visiblement, j'entends le rapporteur, il n'y a pas de problème de calendrier. Elle a trouvé son financement pour le construire, mais le problème de l'équilibre de l'exploitation de cette ligne n'est absolument pas réglé, tout le monde le sait, et il y aura des problèmes à venir. Et là, on se tournera à nouveau vers les fonds publics quand il faudra traiter la question de l'équilibre de la ligne. Il faut quand même qu'on ait en tête les ordres de grandeur, parce qu'on parle de compléter. C'est une ligne qui va transporter quelques petites dizaines de milliers de voyageurs jour, quand le RERB en transporte très mal aujourd'hui 800 000 par jour, et je ne parle pas des lignes qu'on est en train de construire dans le Grand Paris Express. Donc en termes de priorité, il y a quand même beaucoup à réfléchir. Et on nous dit ça va compléter le dispositif, il ne faut rien opposer. Sauf que pour le moment, je le répète, il y a une ligne, c'est-à-dire celle qui ne va pas servir aux gens qui habitent la région parisienne, qui, elle, est déjà sécurisée. On l'entend, elle va être réalisée très rapidement. Et sur le Grand Paris Express, on a encore beaucoup de questions, et beaucoup de questions sur la sécurisation du financement, du calendrier, de la réalisation. Et je voudrais terminer en disant une chose. Imaginez la situation si, au moment où se déroulent les Jeux Olympiques et où on parle de célébration populaire, la ligne Charles de Gaulle Express, dans laquelle aucun francilien ne montera, parce que je rappelle que le billet prévu est entre 25 et 30 euros. Hein. Donc ce n'est pas les franciliens qui vont s'en servir. Elle n'est même pas accessible. Elle n'est même pas accessible dans le projet prévu aux salariés de la plateforme. Ils sont plusieurs dizaines de milliers de la plateforme Roissy-Charles de Gaulle. Imaginez la situation si en 2024, quand démarrent les Jeux, cette ligne fonctionne et qu'on n'a pas réalisé l'intégralité du Grand Paris Express en améliorant les transports du quotidien de l'Île-de-France. Pour la célébration populaire des Jeux, ce sera une petite question. Donc moi, j'invite tout le monde à réfléchir sérieusement aux questions que nous posons Le temps est écoulé. Merci. Donc nous passons au vote sur l'amendement 11, qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est pour? Monsieur Laurent, quand même, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Donc je mets aux voix l'article 13 bis A. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Sur l'article 13 bis B, donc sur l'amendement 12, il a été présenté en même temps. Je pense que c'est les mêmes avis de la Commission et du gouvernement, défavorables. C'est le même vote? Même vote. Donc il n'est pas adopté. Et sur l'article 13 bis B, c'est le même vote que pour l'article 13 bis A. Il est adopté. Sur l'article 13 bis C, Monsieur Savin. Oui, merci Monsieur le Président. Rapidement,
pour poursuivre la discussion qui vient d'avoir lieu, et notamment la prise de parole de notre collègue Pierre Laurent, moi je ne vais pas revenir sur les choix qui doivent être faits sur les travaux, sur les infrastructures de transport, mais il y a aussi un impact qui peut être très négatif sur l'organisation des Jeux si les travaux sur le Grand Paris Express ne sont pas réalisés, c'est que les organisateurs devront trouver une solution alternative qui va coûter beaucoup plus cher dans l'organisation des Jeux Olympiques. Et après, il ne faudra pas qu'on se plaigne que le coût des Jeux Olympiques dépasse le coût qui a été annoncé au démarrage si les infrastructures ne sont pas réalisées. Donc, il y a aussi, j'appelle aussi le gouvernement à respecter les engagements qui ont été pris, notamment au moment du dépôt de la candidature. Comment veut-on être crédible par la suite lorsqu'au moment où on dépose des candidatures, on annonce des grands principes sur des grands travaux pour réaliser ces Jeux Olympiques et que 7 ans avant, on se commence déjà à se poser la question si on va être en capacité de les réaliser en termes financiers et en termes de délai de travaux. Donc, moi, j'appelle le gouvernement pour que ces travaux puissent être réalisés, bien sûr par rapport aux arguments qui ont été évoqués tout à l'heure, mais surtout parce que c'est le texte qui nous concerne aujourd'hui sur la loi olympique pour la bonne réalisation et la bonne organisation de ces Jeux. Merci. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'article 13 bis C. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour le 13 bis D. Même vote, il est adopté. Pour l'article 14 sur la sécurité, même vote. Pas d'opposition d'abstention, c'est adopté. Sur l'article 15, donc sur l'éthique et l'intégrité, Monsieur Savin. Rapidement aussi, Monsieur le Président. Vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré les pouvoirs disciplinaires de l'AFLD non conformes avec la Constitution et le gouvernement donc a jusqu'à 7 ans pour se mettre en règle, ce qui doit permettre avec cet article. Cependant, une réflexion à mes yeux et à nos yeux doit être beaucoup plus large. Elle devrait être lancée concernant l'AFLD alors que son laboratoire a été suspendu ces derniers mois, que le rapprochement avec l'Institut de sciences du vivant de Saclay est en discussion et qu'un projet notamment important de relocalisation est en cours parce qu'aujourd'hui, cette agence contre le dopage est dans des locaux qui sont quasiment insalubres. Donc il y a urgence de répondre à une attente forte de ceux qui aujourd'hui, ce qui faisait encore la fierté de notre pays au niveau de la lutte contre le dopage. Merci, chers collègues. Donc, à l'article 15, l'amendement 17 bis, Madame Mello. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, cet amendement commande la remise d'un rapport du gouvernement au Parlement sur les moyens financiers de l'Agence de lutte contre le dopage, évaluant notamment l'opportunité de conférer une partie des droits télévisuels des Jeux olympiques et paralympiques à l'agence. Cet amendement entend ainsi engager une réflexion sur les moyens nécessaires à la lutte contre le dopage. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Oui, le sujet effectivement des moyens de la FLD est important, cela a été rappelé par mes deux collègues. Indépendamment de, je dirais, de la réserve très naturelle de la Commission sur les rapports, j'indiquerai que la subvention pour charges de service public de la FLD a été augmentée de 13% déjà par rapport à 2017, 9,6 millions d'euros, outre ses ressources propres à hauteur d'1,5 million. J'indiquerai également que la question des droits télévisuels des Jeux relève du Comité international olympique, qui contribue en contrepartie au financement des Jeux à hauteur de 1,2 milliard. Et j'indiquerai enfin que la discussion sur les ressources de la FLD relève du projet de loi de finances et plus précisément de la mission sport, jeunesse et vie associative. Pour toutes ces raisons, c'est une demande de retrait, à défaut un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Ministre, pardon. Madame la sénatrice, la FLD est aussi une priorité pour le ministère des Sports. L'affectation d'une partie des droits télévisuels des Jeux à la FLD serait ponctuelle et ne permettrait pas de pérenniser ces ressources au-delà des Jeux, ce qui est contraire à l'objectif que nous poursuivons. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer les moyens de l'agence dès aujourd'hui. L'héritage des Jeux, c'est aussi préparer l'avenir de la FLD en stabilisant sa subvention et en l'accompagnant dans sa stratégie pour le futur. Et c'est ce que nous avons fait dans le cadre du PLF 2018 avec une augmentation de 10% de son budget.
Cela nous permet de rappeler combien la lutte contre le dopage est une priorité pour notre pays afin de garantir aussi la crédibilité des compétitions et de préserver la santé des sportifs. Au regard de ces éléments, votre proposition de rapport ne me paraît pas pertinente. Je vous suggère donc de retirer votre amendement. Merci Madame Mello. Oui, je le retire. Merci de nous avoir précisé que vous veillez à pérenniser les moyens nécessaires. Merci. Donc, le 17 bis est retiré. Donc, je mets aux voix l'article 15. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour l'article 16. Même vote. Après l'article 16, l'amendement 25, Monsieur Lozach. Oui, Monsieur le Président, cet amendement concerne la lutte contre les manipulations sportives et je dirais la lutte pour l'équité sportive. En effet, on a profité en quelque sorte de ce texte qu'on appelle la loi olympique pour essayer d'aller plus loin en matière d'efficacité dans la lutte antidopage et je crois que ce serait dommage de ne pas adopter une position identique en ce qui concerne la lutte contre la corruption sportive. Si la plupart des manipulateurs de compétitions sportives promettent à des arbitres, des joueurs ou des entraîneurs des sommes importantes pour qu'ils acceptent de manipuler les résultats du jeu, de récents cas nous montrent que le crime organisé n'hésite désormais plus à menacer un joueur ou sa famille dans le but de le forcer à manipuler sa compétition. Afin de protéger les Jeux olympiques de Paris de 2024, il est nécessaire de punir ces menaces plus fortement que les cas de corruption. Donc je dirais que c'est un amendement de bon sens en ce qui concerne la hiérarchisation des peines. Parce qu'effectivement, on assiste à un développement des paris en ligne et donc à un développement des actes répréhensibles en la matière. Je voudrais simplement donner un chiffre qui montre que les masses financières en jeu sont absolument considérables. Il faut savoir que le chiffre d'affaires concernant les mises pour les paris en ligne, qui ne sont pas simplement des paris sportifs, certes, cela représente plus de 400 milliards d'euros par an. Et il est bien évident qu'il y aura une accélération de tous ces paris à l'approche, et notamment pendant les Jeux olympiques de 2024. Donc le but, c'est véritablement d'aller vers une sorte d'éradication de ce risque d'atteinte à la sérénité des épreuves, à la sincérité des compétitions. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Il existe déjà dans le Code pénal des incriminations suffisantes pour faire face à ces faits et qui prévoient des peines tout à fait suffisantes également. C'est donc un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, je suis aussi défavorable à cet amendement pour 3 raisons. La première, plusieurs incriminations générales du Code pénal permettent déjà de réprimer ce titre, et Madame la rapporteure l'a dit, ce type de comportement. C'est le cas pour les délits d'extorsion, les délits de menace avec l'ordre de remplir une condition, des délits de violence. Deuxième point, pour les crimes, délits et contraventions existant au sein du Code pénal, les peines varient en fonction de la gravité du préjudice, ce qui ne serait pas le cas avec votre proposition. Et troisième raison, la preuve de ce délit serait délicate à rapporter, puisque le ministère public devra démontrer le mobile précis des violences et des menaces exercées sur un sportif ou un arbitre, à savoir pour modifier le cours normal d'une compétition. Donc ce sera un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Je mets aux voix l'amendement est maintenu. L'amendement 25 avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 37 bis, Monsieur Lozach. Oui, Monsieur le Président, cet amendement vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la plateforme de lutte contre la manipulation de compétitions sportives, c'est la même thématique, afin de légitimer la transmission d'informations ou de documents couverts par le secret professionnel. En effet, conformément à l'article 226-14 du Code pénal, l'atteinte au secret professionnel n'est pas caractérisée dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Donc l'objectif, là aussi, c'est donc d'être plus efficace dans cette lutte contre la corruption sportive et d'appliquer en particulier une méthode qui concerne la lutte contre le dopage, c'est-à-dire le décloisonnement des services, c'est-à-dire une meilleure circulation de l'information entre les différentes agences et différentes structures qui sont concernées.
Créée il y a 2 ans et présidée par Madame la ministre des Sports, la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives regroupe le service central des courses et jeux de la police nationale, le parquet national financier, Tracfin, le ministère des Sports, le CNOSF, l'Argel et la Française des Jeux. Cette plateforme s'inscrit dans un réseau international qui rassemble aujourd'hui 25 plateformes. En novembre dernier, la Fédération slovaque de football, qui était mandatée par l'UEFA pour faire un rapport sur la lutte contre la manipulation des compétitions, indiquait, je cite, que la plateforme française est aujourd'hui la plateforme nationale la plus inspirante. Notre plateforme nationale fonctionne bien, donc, et surtout, elle ne coûte pas 1 euro supplémentaire à l'État. Tous les moyens, aussi bien humains que techniques, sont mutualisés entre ses membres pour gagner en efficacité. Et aujourd'hui, les membres de la plateforme nous disent qu'ils ont besoin, pour consolider leurs enquêtes, de transmettre des informations pouvant relever du secret professionnel. La chancellerie a fait savoir qu'ils avaient peur que ce secret professionnel puisse inclure le secret de l'enquête pénale. Pour les rassurer, j'ai rapporté une rectification pour préciser que les communications se font sous réserve des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale. Cette crainte levée, je pense que nous sommes tous d'accord ici pour renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions et permettre à nos enquêteurs de bien travailler. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Ainsi qu'il a été précisé, cette plateforme existe, elle existe sur une base conventionnelle et elle fonctionne ainsi. Pourquoi la consacrer dans la loi? Cela ne paraît pas utile. De surcroît, les autorités publiques qui la composent, évidemment, s'échangent assez naturellement des informations. Quant aux personnes morales de droit privé qui la composent, elles n'ont pas nécessairement à avoir connaissance d'informations confidentielles. C'est donc un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Oui, Monsieur Lozach, si je partage votre objectif, je suis toutefois défavorable à votre amendement. Effectivement, la plateforme nationale de lutte contre les manipulations de compétitions sportives existe sous statut conventionnel depuis le 28 juin et fonctionne depuis sans qu'il ait besoin d'une disposition législative. Donc je suis défavorable. C'est un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Donc, l'amendement 37 bis a reçu un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'article 17. L'amendement 43, Monsieur Lozach. Monsieur le Président, le rapporteur de la Commission des lois a souhaité encadrer le dispositif de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie politique prévu pour tous les grands événements sportifs internationaux, en le limitant aux délégataires des représentants légaux des organismes organisateurs engageant un certain niveau de dépenses fixé par décret. Cet encadrement est tout à fait compatible avec le fait de circonscrire les déclarations à la haute autorité aux seuls délégataires directs de ses représentants. Le présent amendement vise donc à circonscrire le niveau de délégation aux seules délégations directes, afin que l'obligation déclarative ne concerne pas des fonctions exemptes de tout risque de conflit d'intérêts ou de corruption et préserve le bon fonctionnement de l'autorité administrative indépendante. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Nous partageons le même but qui est de circonscrire l'intervention de la haute autorité pour la transparence de la vie publique là où il est utile. Ceci étant, la proposition qui est faite et qui vise la délégation directe laisse en réalité un certain flou juridique planer, car on ne sait pas où s'arrête la délégation directe et où commence la subdélégation, ce qui ne va pas rendre très efficace cette disposition. Et je rappelle qu'en cas d'erreur, c'est-à-dire dans la mesure où une personne ne respecte pas ses obligations, elle est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il faut donc prendre des dispositions qui soient d'une grande clarté. C'est pourquoi il s'agit d'une demande de retrait ou à défaut d'un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Effectivement, vous proposez de circonscrire le niveau de délégation aux seules délégations directes, mais l'alinéa 6 prévoit déjà de limiter ces obligations aux responsables des comités d'organisation d'événements sportifs qui disposent d'une latitude importante dans l'engagement des crédits. En effet, les travaux des commissions des lois et des affaires culturelles ont permis de définir un seuil minimal d'engagement des dépenses qui sera fixé par un décret. Cette solution me semble tout à fait pertinente et satisfaisante. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire de restreindre davantage l'obligation des déclarations, parce que votre proposition ne permettrait pas de contrôler certaines personnes qui présentent des risques de conflit d'intérêts ou d'enrichissement personnel. Donc je préfère que nous préservions la rédaction de la Commission et je vous demande de retirer votre amendement. Merci. Il est maintenu ou retiré? Maintenu.
Il est maintenu? Donc l'amendement est maintenu. Donc il a un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 55, Madame la rapporteure. Il s'agit d'un amendement de coordination, Monsieur le Président. Madame la ministre. Avis favorable? Avis favorable. Donc je mets aux voix l'amendement 55. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 17. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 17 bis, une demande de parole de Monsieur Savin. Il n'est pas là. Ah si, pardon, Monsieur Savin, allez-y. Je suis caché derrière le micro. Merci, Monsieur le Président. Nous devons bien sûr accompagner l'organisation de ces Jeux, la contrôler si besoin, mais pourquoi vouloir assister et prendre part à ces instances, notamment dans le comité des rémunérations, alors même que cette présence ne sera que consultative. Donc de plus, je rappelle que le COJOP n'est pas une organisation publique. Son budget est financé à 97% par le privé et 3% par l'État et les collectivités. Donc il me semble que nous ne devons pas mélanger les genres et c'est pourquoi notre groupe soutient la position du rapporteur qui nous semble tout à fait légitime. Merci. L'amendement 28 bis, Madame Jouve. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre l'a rappelé, la transparence, l'éthique et l'intégrité sont autant d'idées forces que l'on retrouve de manière transversale dans l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et qui trouvent leur traduction législative dans le titre 4. Cela vaut pour la lutte contre le dopage et nous souhaitons ardemment que l'Agence française puisse retrouver ses lettres de noblesse à l'occasion des Jeux. Cela concerne aussi la lutte contre la corruption, notamment dans le cadre des paris sportifs. Cette exigence de transparence concerne enfin les dirigeants du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, le COJOP. Ces derniers seront soumis à une obligation de déclaration d'intérêt et de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nous le savons, l'encadrement des rémunérations n'est pas possible du fait de la structure associative du COJOP, même si ce dernier gérera un budget de 3 milliards d'euros. À la présence de parlementaires au sein du comité d'éthique et du comité de rémunération, avec voix consultative, la commission des lois a adopté, à l'initiative de la rapporteure, un amendement pour lui substituer la remise d'un rapport annuel aux commissions compétentes des deux assemblées. Dans sa nouvelle rédaction, l'article 17 bis prévoit que le rapport détaille les 10 principales rémunérations des dirigeants du COJOP et les activités de son comité d'éthique. L'objet de notre amendement vise donc à ce que le rapport du COJOP mentionne également les activités du comité des rémunérations et du comité d'éthique. Merci, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, pardon. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame Jouve, votre amendement complète la rédaction adoptée par notre commission pour assurer un droit d'information du Parlement sur l'activité du COJOP, en étant plus précis. Donc, la commission a donné un avis favorable. Merci, Madame la ministre. Madame la sénatrice, vous souhaitez que ce rapport présente également l'activité des deux autres organes de contrôle du COJO, le comité de rémunération et le comité d'audit. Votre amendement vise à compléter l'information du Parlement. Sur ce point, je m'en remets à la sagesse des sénateurs. Merci, Madame la ministre. Donc, je mets aux voix l'amendement 28 bis avec un avis favorable de la Commission et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 17 bis, même vote. Même vote, il est adopté. Après l'article 17 bis, l'amendement 29 bis, Madame Jouve. Merci, Monsieur le Président. Bien que ce projet de loi suscite une forme de consensus sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée, nous pouvons constater que le Parlement dispose de capacités d'amendement fort limitées, tenant aux engagements pris par les gouvernements successifs auprès du CIO et au terme du contrat de ville hôte. De même, le Parlement semble en retrait dans le suivi de l'organisation de cet événement majeur. Or, il n'est pas inutile de rappeler que les précédentes éditions des Jeux, d'été comme d'hiver, ont systématiquement occasionné d'importantes dérives, notamment financières. Si le budget de Paris 2024 apparaît à ce stade maîtrisé, des impondérables demeurent.
Je pense notamment aux dépenses de sécurité, impossibles à évaluer à plus de 6 ans de l'échéance. L'article 17 bis que nous venons d'adopter prévoit déjà la remise d'un rapport annuel du COJOP, mais qui ne concerne que l'activité des organismes de contrôle instaurés par le comité d'organisation. L'article 18 prévoit quant à lui, à son alinéa 2, la remise d'un rapport de la Cour des comptes sur l'organisation des Jeux en 2022. Ce dernier sera établi dans la perspective d'un contrôle des dépenses publiques. Or, et afin que la représentation nationale soit régulièrement informée de l'état d'avancement des différents chantiers ou des nouvelles contraintes, et afin qu'elle puisse procéder au contrôle en continu de l'action du gouvernement, il nous apparaît utile de commander un rapport annuel aux délégués. Ce rapport retracerait les différentes opérations concourant à la préparation, à l'organisation et au déroulement des Jeux, notamment les volets équipement, sécurité et transport. Il pourrait de surcroît servir de support à des auditions régulières du délégué interministériel devant les commissions parlementaires compétentes. Je note cependant, pour ne pas ensevelir notre Assemblée sous les rapports, que celui que nous proposons pourrait utilement être fusionné avec celui prévu par l'amendement numéro 18 de notre collègue Madame Mello. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Ce n'est pas le DIJOP, mais bien la Solidéo qui est responsable de la livraison dans les délais des ouvrages olympiques et paralympiques. Et à ce titre, eh bien, elle dispose déjà d'outils juridiques et notamment du pouvoir de se substituer aux éventuels maîtres d'ouvrage défaillants. De surcroît, je dirais que l'amendement est en partie satisfait puisque la loi de finances prévoit déjà la remise d'un jaune budgétaire qui présentera les dépenses publiques engagées pour les Jeux eux-mêmes. Et enfin, je rappelle que la Cour des comptes contrôle déjà puisqu'elle rendra un premier rapport en 2022 sur les constructions. C'est pourquoi il s'agit d'une demande de retrait et à défaut d'un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. L'état d'avancement des opérations concurrent à l'organisation des Jeux fera l'objet d'une vigilance toute particulière du gouvernement. Je serai donc en mesure de vous rendre compte de l'avancement de leur préparation en tant que de besoin, notamment en répondant à toute question écrite ou orale que vous voudrez bien m'adresser. Il n'est donc pas nécessaire de mettre à contribution le DIJOP sur ce point. Par ailleurs, je rappelle qu'en 2022, la Cour des comptes transmettra au Parlement un rapport relatif à la gestion de l'organisation des Jeux et qu'elle sera habilitée à contrôler le COJO dès la promulgation de cette loi. J'émets donc un avis défavorable à votre amendement. Merci Madame Jouve. Merci Madame la Ministre pour ces précisions. Je vais retirer cet amendement. Merci. Donc l'amendement 29 bis est retiré. Nous passons à l'article 18. La prise de parole, Monsieur Savin. Merci, Monsieur le Président. S'il est important que le COJO soit contrôlé pour éviter tout dérapage financier et une explosion des coûts, il faut cependant ne pas outrepasser les compétences de la Cour des comptes ni imposer un contrôle trop rigoureux aux équipes du COJOP, qui n'ont d'ores et déjà fait leur preuve dans le bon usage de l'argent public. Ainsi, la remise d'un rapport en 2022 semble être une solution équilibrée qui permettra d'avoir un premier retour sur le déroulé de l'organisation et permettra de prévenir tout déséquilibre. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'article 18. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour l'article 19. Même vote. Donc, il est adopté. Et après l'article 19, l'amendement 18 bis, Madame Mello. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement commande un rapport du gouvernement au Parlement sur l'impact environnemental de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Il s'agit donc de dresser le bilan des atteintes environnementales en matière de construction des infrastructures, de conséquences de la publicité et de reconversion des sites. En bref, un bilan à remettre avant la fin de l'année 2025. Merci. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Le terme même de rapport vous laisse penser ce que je vais demander pour cet amendement. Je rajouterai tout simplement qu'il n'est pas évident que dans ce si bref délai après la fin des Jeux, on puisse assurer de la reconversion des sites et qu'en toute hypothèse, l'empreinte environnementale reste extrêmement modérée puisque 95% des équipements existaient déjà. C'est donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Le rapport que vous préconisez ne m'apparaît pas opportun. En effet, l'ambition de faire de nos Jeux un événement marqué par une forte dimension environnementale s'est nettement affirmée dès la phase de candidature. Le dossier final de candidature, remis en février dernier, consacre un chapitre entier à la durabilité et à l'éco-responsabilité, une philosophie qui doit embarquer le secteur du sport en général.
Concernant l'impact de la publicité des Jeux sur l'environnement, le lien paraît très négligeable dans la mesure où la publicité ne sera autorisée que pendant une durée limitée, qu'elle s'effectuera principalement par voie d'affichage. Elle conviendra néanmoins de solliciter le COJO et la Solideo, qui sont les deux opérateurs qui mettront en œuvre nos engagements de candidature dès cette année. Donc je suis donc défavorable aussi à cet amendement. Merci. Madame la ministre, Madame Mello, vous maintenez ? Je ne le maintiens pas, je le retire et je vous remercie pour tous les rappels que vous venez de faire. Il est retiré. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Donc, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je n'ai été saisi d'aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents. Elles sont donc adoptées. Je vais lever la séance. L'ordre du jour du mercredi 7 février 2018 à 14h30 et le soir, nomination des 21 membres de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens des services de l'État pour faire face à l'évolution de la menace terroriste après la chute de l'État islamique et un projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants. La séance est levée. Voilà pour l'adoption par les sénateurs de ce projet de loi olympique Paris 2024, un texte qui a donc été adopté à main levée. Il faut dire que c'était un texte très consensuel, une procédure habituelle que suit toute ville organisatrice des Jeux. Le texte est donc examiné en procédure accélérée. Il va faire l'objet d'une commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Et sans aucun doute, les parlementaires vont se mettre d'accord sur un texte commun qu'ils vont ensuite adopter. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.